de se suicider. Voilà, nous retrouvons maintenant Yves Mourouzi au Grand Palais pour le Salon du Livre. À vous Yves. Oui, Jean-Claude, un salon du livre qui sera donc inauguré officiellement demain par le président de la République, accompagné du ministre de la Culture, M. Jacques Lang, qui est notre invité aujourd'hui, en compagnie aussi d'Hervé Bazin dans cette partie spéciale de TF1 Actualité que je vais vous présenter en compagnie de Luce Perrault. Alors, la lecture, on va beaucoup en parler tous ces jours-ci, faire des bilans, publier des chiffres. Déjà, les nouvelles littéraires, vous me direz, c'est leur fonction. On publie un numéro spécial sur le sujet, français, si vous lisiez. Et puis, les moyens audiovisuels s'y mettent. France Culture est présent tous les jours dans ce salon du livre. TF1, bien entendu, également, avec 40 heures de programme qui seront diffusés sur le stand de TF1, issus directement d'un livre ou d'un scénario original qui sera ultérieurement édité. Alors, ce salon du livre, qu'est-ce que c'est? C'est la plus grande librairie de France. Et si on cite quelques chiffres, il y a 365 stands, il y a 700 éditeurs francophones qui participent à ce salon et environ 600 à 700 auteurs seront présents jusqu'au 31 mars, ici même au Grand Palais. Cela vous paraît intéressant d'avoir cette grande librairie en plein centre de Paris, Monsieur le Ministre? Je crois que c'est une bénédiction pour le livre que, disons, les éditeurs, les écrivains et le gouvernement travaillent la main dans la main. Nous avons décidé d'un commun accord de faire de ce mois de mars un mois pour le livre et la lecture. Alors ce salon du livre va être l'un des points forts de ce mois de la lecture. Alors pour le livre et la lecture, est-ce que vous reprendriez à votre compte, en y ajoutant quelque chose derrière, le titre des nouvelles littéraires, Français si vous lisiez? Oui, Français si vous lisiez, quel plaisir vous éprouveriez, Français qui ne lisez pas, quelle joie vous perdez. Alors pourquoi, d'après vous, Jacques Lang, y a-t-il si peu d'intérêt pour la lecture? Et d'après vous, est-ce qu'il y a aujourd'hui un intérêt grandissant pour la lecture? Je crois que oui, il ne faut pas dramatiser. C'est vrai que, comparé à d'autres pays, comme la Grande-Bretagne, la France n'est pas un pays de grands lecteurs. Mais tout de même, il y a 2 Français sur 3 qui lisent. Et c'est un chiffre impressionnant. Pourquoi ils ne lisent pas? Pourquoi certains ne lisent pas? Il y a une part, je pense, qui tient à la division en classes sociales. Ceux qui sont trop à l'écart du savoir et trop à l'écart de la vie nationale se considèrent comme exclus ou écartés. Et la division en classes sociales est une réalité. Et il y a le rôle de l'école, qui de plus en plus pourrait contribuer à donner aux enfants le goût de lire. Et je crois que beaucoup d'éducateurs réussissent à donner aux enfants le goût de lire, notamment dans les petites classes. Il y a votre rôle à vous, télévision et radio, et je suis très content que pour ce mois de la lecture, l'ensemble des médias apportent leur contribution. Puisque vous avez cité le rôle de l'école, il y a d'autres causes, je pense que vous allez les développer. Tout à l'heure, nous allons vous interroger avec Luce Perrault, mais pour rentrer tout de suite dans le sujet, Monsieur le Ministre, vous avez parlé du rôle de l'école. Alors, les jeunes et la lecture, je le sais, un sujet qui vous intéresse. Alors, nous avons fait un reportage sur justement la façon dont les jeunes abordent ce problème de la lecture avec un double exemple. Yves et Philippe sont élèves de seconde dans un lycée de la banlieue parisienne. Yves, qui adore la lecture, ne comprend pas que Philippe s'y désintéresse totalement. C'est génial, il y a des super descriptions. Tu sais, toi qui n'aimes pas lire, tu devrais absolument le lire. Il est vachement super. Justement, j'aime pas ça alors. Ces 2 camarades de classe ont un avis diamétralement opposé sur l'intérêt de la lecture. Comme Philippe, un Français sur 3 n'ouvre pas un livre dans l'année. Yves, en revanche, dévore pêle-mêle Troya, Ponson du Terrail, Denusière et même Gaston Lagaffe. À 16 ans, âge où l'école n'est plus obligatoire, Philippe comme Yves sont convaincus d'avancer les bons arguments. Ça me plaît, j'ai pas l'impression de perdre mon temps quand je lis. Ça m'apporte quelque chose. On voit des personnages, on visite des nouveaux pays en fait par la lecture, par le biais de la lecture, et ça nous permet d'acquérir une connaissance un peu plus approfondie. Je pense que le travail de lecture, c'est surtout c'est quelque chose qui nous incombe à nous. C'est nous-mêmes qui devons essayer de nous imposer un certain nombre de livres, un certain nombre de lectures, d'essayer d'acquérir une connaissance plus poussée en la matière. Toi, par exemple, si les livres étaient moins chers qu'ils ne sont actuellement, est-ce que tu en achèterais davantage? Donc, est-ce que tu serais susceptible de lire davantage?
Je pense que oui, si les livres étaient moins chers, j'achèterais beaucoup plus de livres. C'est pas ton cas, Philippe? Non, moi c'est pas le prix, étant donné que je n'achète à peine un par an, hein, et puis même j'en ai déjà pas mal chez moi, donc c'est pas le prix qui m'empêche de lire. Mais je n'ai pas d'attrait pour la lecture, alors je ne lis pas souvent, quoi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas lire? C'est difficile à dire, pourtant j'ai quand même ma mère qui est dans l'enseignement, qui donc me pousse assez, elle a une certaine culture, donc elle me pousse assez à lire, mais non, moi... Tu lis combien de livres par an? Est-ce que tu peux me le dire? Quand c'est un, c'est déjà bien. À quoi passes-tu ton temps libre? Bon, je ne fais pas grand-chose, hein. Là j'écoute des disques, je fais de la planche à roulettes dehors, je m'amuse, quoi. L'ennui pour la lecture, l'absence de temps ou le manque d'argent ne sont donc pas les seules raisons qui expliquent le refus de lire. En réalité, lire, c'est être capable de comprendre les phrases qui défilent sous nos yeux. Or, l'école n'a pas encore réussi à mettre au point une stratégie efficace de la lecture. La responsabilité en incombe au système éducatif. Oui, en partie, mais pas seulement, parce que nous pouvons remarquer de manière évidente que l'environnement des enfants joue un rôle très important. Il y en a qui, par le milieu dans lequel ils vivent, arrivent lisant, ayant déjà une certaine culture et ayant le souci de la développer. D'autres, au contraire, qui, de toute façon, par le milieu dans lequel ils vivent, sont amenés à considérer la lecture comme quelque chose d'ennuyeux, reçoivent des idées toutes faites sur l'ennui qu'ils peuvent en tirer et considèrent aussi que ça ne leur apportera rien, que ça n'est pas rentable et rentable immédiatement. Monsieur le ministre, est-ce que vous envisagez justement des mesures en coordination avec l'éducation nationale pour susciter une passion pour la lecture, pour faire que plus jamais des adolescents ou même des jeunes enfants soient bloqués au niveau de la lecture? Oui. Les mesures, ce n'est pas seulement des mesures administratives ou des mesures financières, c'est aussi un état d'esprit, je crois. Et comme on l'a entendu à l'instant avec l'un des jeunes, si lecture et contrainte sont associées, alors il n'y a aucun espoir à la lecture. Je crois que notre rôle, à vous, à nous, à tous ceux qui aiment les livres, c'est de rendre les autres fous des livres. Et par conséquent, leur dire, lire et expliquer à travers un exemple concret, une histoire merveilleuse, un conte de fées, une aventure, une épopée, que lire, c'est un immense plaisir, c'est une immense joie, et ce n'est pas une obligation contraignante. Scolaire, ou en tout cas... Il y a un mot qui vous a fait sursauter, Monsieur le Ministre, une stratégie de la lecture à l'école. Oui, non, mais bien sûr, il faut avoir une volonté. Hein. Il faut que, je crois d'ailleurs que beaucoup d'éducateurs savent communiquer cette passion et cette envie. Bien, alors, la stratégie, c'est un mot un peu trop savant, un peu trop technocratique, excusez-moi. Disons, donner l'envie, donner le désir, créer l'idée de plaisir auprès des enfants ou des plus anciens. Est-ce que ce n'est pas même à l'apprentissage de la lecture que le problème se pose déjà? Sans doute, moi je ne suis pas éducateur et je me garderai bien de donner des conseils, mais apprendre à lire, ça peut être aussi un jeu, et je crois que l'on apprend à lire bien que si l'on joue avec les lettres, si l'on joue avec les mots. Et les bons éducateurs savent faire apprendre la lecture avec joie et avec plaisir. Hervé Bazin, quelle est votre réaction à vous face à ce qu'on a déjà entendu et dit? Bien, vous savez, moi je fréquente beaucoup les CES et les lycées. Et je m'aperçois que depuis quelque temps que les professeurs, les instituteurs font des cours spéciaux où ils citent un certain nombre d'écrivains qui viennent, qui s'expliquent. Il y a certainement depuis environ 5 ans un mouvement dans les CES et dans les lycées pour faire lire. Sinon, on ne serait pas si souvent appelé. De toute manière, je tiens à faire cette remarque. Il n'y a pas un nombre de livres lus égal à un nombre de livres vendus. Car en fait, c'est de 5 à 10 personnes qui lisent un livre. On oublie toujours ça dans les statistiques. Bien, alors voilà quelques idées de départ. En ce qui concerne ce salon, je vous l'ai dit, les auteurs seront présents et les éditeurs en très grand nombre venus de tous les pays francophones. Vous pourrez acheter des livres ici dans les stands de ces éditeurs où les auteurs dédicaceront leurs livres. Les éditeurs qui, on peut le dire, cette année se frottent les mains de ce qu'a fait Jacques Lang. Alors, où en est-on du bilan? Si la loi est rentrée officiellement en vigueur le 1er janvier 82, elle n'est réellement effective que depuis le 15 février. Donc, pas de statistiques, il est bien trop tôt.
Les grandes surfaces ont bien sûr lutté contre la loi sur le prix unique. Selon la FNAC, on assiste dans le monde de l'édition à certaines malhonnêtetés, malgré la loi de modération des prix signée par les maisons d'édition. Voici un livre paru dans une certaine collection. Ce livre était vendu au mois de décembre 32 francs, prix maximum. On connaissait le prix parce qu'il y a 5 petits points là qui indiquaient sa catégorie. Dans la même collection, même nombre de pages, même tirage approximatif, voici un livre qui paraît aujourd'hui. Il n'a plus les petits points en question. Il est classé en catégorie 5 au lieu d'être classé en catégorie 8 et son prix imposé est de 38 francs, soit une augmentation de 18%. Parmi les défenseurs les plus farouches de la loi Lang, le syndicat national de l'édition. Enfin, selon lui, l'égalité devant la lecture est la même pour tous. Le fait de permettre à tous les lecteurs d'avoir accès à tous les livres au même prix est un élément qui nous paraît positif, car il faut rappeler que le système antérieur privilégiait une petite partie seulement des lecteurs et une partie seulement des ouvrages qui étaient publiés en France, dans la mesure où les ouvrages qui faisaient l'objet de remises, de discounts, ne représentaient que 20 à 25% du marché du livre, et que 70, 75, voire 80% des acheteurs trouvaient des livres à un prix qui était peut-être parfois supérieur à celui qu'ils connaissent depuis le 1er janvier dernier. Est-ce que vous achetez autant de livres qu'avant? Beaucoup moins qu'avant. Depuis le vote de la loi Lang, maintenant je fais attention au prix. C'est-à-dire, quel est le rapport? J'ai remarqué une grande augmentation. Je venais surtout à la FNAC du fait de la remise de 20%. Alors maintenant, j'hésite lorsque le livre dépasse 50 francs. Alors, est-ce que vous allez plutôt chez les petits libraires maintenant? Non plus, mais disons que je ralentis la cadence. Je lis moins souvent, enfin, pas au même rythme, c'est certain, parce qu'on a un budget. Alors, vous compensez ça par des livres de poche, par des livres moins chers? Non, parce que ce que je lis est un petit peu particulier. Je ne trouve pas en livre de poche très souvent ce que je recherche comme type de lecture. La FNAC, toujours elle, vient de décider certaines mesures qui prendront effet dès le mois prochain. Nous créons le système de la deuxième lecture. C'est-à-dire que tout livre acheté à la FNAC, neuf, et portant encore l'étiquette de la FNAC, sera repris par nous une fois, et une seule fois, dans les 3 mois qui suivent son acquisition. Et il sera repris à 50% du prix unique, c'est-à-dire pour le lecteur environ à 53% de ce qu'il aura payé. Ces livres seront remis en vente à 60% du prix unique, c'est-à-dire que notre marge ne sera que de 7% pour couvrir un minimum de frais généraux. Et par conséquent, on aura dans tous les rayons de la FNAC, cohabitant des prix neufs au prix qu'il faut bien appeler le prix fort, prix imposé, et des livres qui auront été lus une seule fois, qui devront être en parfait état et qui seront vendus avec 40% de réduction. Alors que le discount sur les livres est supprimé, les éditions Gallimard font bénéficier leurs lecteurs d'un prix de lancement de moins 10%. Elles ne détournent pas la loi puisque chaque lecteur français peut acheter le livre Gallimard avec cette réduction. Mais le moment est-il bien choisi pour faire cette promotion? Nous n'avons obtenu aucune réponse de cette maison d'édition. En tout cas, ce qu'on peut dire depuis le 10 août 80, monsieur le ministre, c'est que ça fait parler. Au moins, on parle du livre et du prix du livre. Oui. Ce que vous voudrez dire quand même, c'est une affaire très technique et assez complexe et parfois on peut s'y perdre. Je dirais que la personne qui tout à l'heure disait qu'elle achetait moins de livres, il s'agit en réalité de quelqu'un qui, je crois, habite Paris, oui. ou une grande ville, enfin une très grande ville. Or, les FNAC ou les grandes surfaces n'étaient que dans les très grandes villes. Ce qui nous intéresse, éditeurs, gouvernements, écrivains et tous ceux qui veulent que le livre en France se développe, c'est l'ensemble du pays. Si nous avions accepté le système de concentration progressif, c'est un système qui aurait, dans les années qui viennent, tué le livre, tué la lecture et tué les lecteurs. Ce que nous avons décidé de faire, c'était d'assurer, par la présence de libraires sur l'ensemble du territoire, assez d'appels d'air pour que les éditeurs, qui sont des hommes qui, dans l'ensemble, je crois, aiment leur métier et le font bien, et pas de manière malhonnête, comme on l'a laissé entendre à l'instant. Ils n'ont pas intérêt à augmenter les prix des livres. Ils ont conclu avec nous un engagement de stabilisation. Je crois qu'on pourra juger dans 6 mois
l'état des prix, moi j'ai confiance. Et je crois que dans 6 mois, les prix des livres se seront stabilisés et les lecteurs, l'immense majorité, en seront satisfaits. Vous ne croyez pas, Monsieur le Ministre, que justement un certain nombre de lecteurs qui n'entrent jamais dans les librairies et qui entraient dans les grands magasins peut-être pour d'autres achats seront tout d'un coup coupés du livre? D'abord, les grandes surfaces vont continuer à vendre des livres. Pas toutes. Si, dans l'ensemble, elles continuent à vendre des livres. Par ailleurs, les libraires, excusez-moi, ont à faire effort. Et nous les y encourageons pour être plus hospitaliers, plus accueillants, pour que leur vitrine soit plus alléchante, pour qu'ils rendent aux lecteurs de meilleurs services, les conseils, les pilotes. Nous allons aussi favoriser la commande à l'unité, pour qu'un lecteur qui cherche un bouquin et ne le trouve pas dans une librairie puisse l'avoir dans les 3 jours qui viennent. Bref, la librairie française a à se moderniser et nous allons aider à sa modernisation. Et je pense que si les librairies sont rajeunies, si les bibliothèques publiques se multiplient à travers le territoire, comme nous allons le faire, et elles-mêmes rendues plus sympathiques et plus ouvertes, si chacun y met du sien, dans 1 an ou 2, le livre français sera en très bonne santé. Après tout, l'un des intérêts de ce qu'on appelle la loi Lang, c'est peut-être d'avoir permis à quelques idées nouvelles de s'éveiller dans le monde même de l'édition. Et au fond, vous avez raison, Yves Mourousi. Au fond, là, je constate que M. Hessel, avec qui nous avons eu des batailles et des bagarres, est provoqué par cette législation. Et comme il ne manque pas d'imagination, il vient de mettre au point un système qu'il a exposé à l'instant qui paraît assez ingénieux. Alors à propos d'imagination, et je suis sûr là qu'après ce sujet nous aurons un long dialogue avec Hervé Bazin, à propos d'imagination, je vous propose de découvrir une première expérience d'écriture en images. Voilà une idée des temps modernes, et ce à partir du livre de Philippe Solers, Paradis. Film, spectacle, vidéo, produit, comme nous le montre Luce Perrault, par le musée d'art moderne et Beaubourg. De force égale, presque égale, règlement de compte animal. Je les vois là se disputant, produisant leurs preuves en luttant. Qu'il est terrible le jour de Yahvé, qu'il est caché, falsifié, comme il frappe sans s'annoncer, mis en pierre, pelleté, lancé, cabot, pierre, poussière sur poussière. Ma prière a-t-elle été exaucée? Oui. Le lendemain, juste avant le réveil... La passion nouvelle des Français pour la vidéo va-t-elle grignoter le temps de loisirs consacré jusqu'alors à la lecture? Non, répond Philippe Solers. Littérature et vidéo peuvent être et doivent être compatibles. Tout ce qui est en train de se passer dans la vidéo change complètement le tissu imaginaire global dans lequel évoluent les gens. C'est-à-dire que, loin d'être fascinés désormais par le spectacle un peu lourd du cinéma ou de la télévision, d'être fixés à la représentation visuelle, ils vont commencer à jouer, à se détacher de plus en plus par rapport aux images, à les prendre en diagonale et à retrouver à partir de là une véritable liberté de l'imaginaire. Alors cette liberté de l'imaginaire, il faudrait évidemment qu'ils la retrouvent aussi dans la lecture. C'est pour ça que je crois que ça peut être la chance, mais évidemment il faut en prendre les moyens, d'une résurrection, d'une renaissance de la lecture. Alors que doivent faire les écrivains? Écrire en images? Je crois que les écrivains doivent écrire le langage vivant de leur temps. Regardez le marché littéraire, il est à 99% en général, ce contre quoi je m'insurge, occupé par des ouvrages, par une sorte de lenteur de l'histoire, de l'intrigue. Et là, les romanciers sont encore dans une sorte de dictée, un peu certificat d'études, un peu lente, et je trouve que ça correspond à une vieille imaginaire, à une vieille imagination complètement dépassée par la modernité. Alors là, je pourrais citer un nombre incalculable d'écrivains modernes, mais le plus grand de tous, qui est Joyce, par exemple, qui a saisi que dans son Ulysse, en fait, cette année, le 100e anniversaire de la naissance de Joyce, je crois qu'il faut parler de lui, qui, dans Ulysse, a saisi qu'on pouvait, dans une seule journée, faire éclater et condenser le maximum d'informations de la vie d'un seul individu. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, l'imaginaire qui doit habiter les gens, c'est cette espèce de multiplicité, de pluralité et de liberté, surtout, par rapport au monde fantastique dans lequel nous vivons. Mais vous ne craignez pas que les gens, saturés d'images, n'aient plus de place pour l'imaginaire? Précisément, je crois que cette saturation d'images aura lieu de toute façon et que pour l'équilibrer, il faut donner le langage intérieur, verbal, de la lecture et de la littérature. C'est-à-dire que l'être qui vit aujourd'hui dans les grandes métropoles modernes doit savoir se parler de l'intérieur à la mesure du spectacle qui est sous ses yeux et ne pas traîner une psychologie molle et ancienne par rapport à cette violence qui éclate devant lui. Il faut justement que son langage verbal soit chargé au maximum et corresponde verbalement à cette multiplicité d'images. Donc, encore une fois, entre la vidéo et le langage verbal, la littérature, il peut y avoir une continuité d'intérêt. Alors Hervé Bazin, vous avez l'impression d'écrire comme ça, encore comme au 19e siècle et sous la dictée? Moi je pense qu'un genre nouveau n'a jamais supprimé les anciens.
et que de toute façon, ce qu'on appelle le roman classique subsistera en même temps une nouvelle forme d'écriture. Mais vous pensez que les écrivains doivent quand même faire un effort? De toute manière, la littérature n'a jamais été gênée par l'image. Écoutez, la vidéo ne nous gênera pas plus que la radio ou la télévision, qui au contraire nous ont considérablement aidés, car désormais les critiques sont très utiles, mais la télévision est définitive en ce qui concerne le lancement d'un livre. Oui, alors Hervé Bazin, quand vous entendez le ministre de la Culture parler de campagne pour la lecture et de l'effort qui est fait depuis quelques mois pour la promotion du livre, comment l'auteur que vous êtes réagit? Une campagne pour la lecture, vous trouvez ça utile alors que vous êtes un de ceux qui vend le plus dans le monde? Mon cas n'est pas intéressant. Il faut le mettre à part. Je ne suis d'ailleurs pas ici en qualité, disons, de l'écrivain Hervé Bazin, je suis ici comme responsable de la commission d'aide à la création. C'est par conséquent d'aide à nos confrères. En gros, moi je suis parfaitement d'accord avec le ministre et je pense que tout ce qui a été pris récemment comme décision devrait effectivement aider la lecture. Il faut voir ça non pas dans les 3 mois, mais dans les 3 ans. Alors, Monsieur le Ministre, vous avez vu aussi ce sujet sur lequel nous espérons interroger Hervé Bazin, la vidéo, la lecture, de bonne association, tout ça? Oui, ne faisons pas de querelle de genre, disons. Je ne dis pas que tout est dans tout, mais après tout, je ne parle pas de la vidéo qui, à mon avis, a un grand avenir, avec une technologie qui, en effet, peut donner naissance à un art. Et l'expérience de Philippe Sollers, c'est très intéressante. Mais au fond, une grande partie du grand cinéma, je ne dis pas tout le grand cinéma, est liée à l'écriture de scénarios, à l'écriture, à l'adaptation de romans, de textes. Et aujourd'hui même, dans le cinéma nouveau français, italien, américain, on redécouvre la nécessité de faire appel à de grands écrivains. Et donc l'art du XXe siècle, le cinématographe, est étroitement lié à l'invention littéraire. Pour vous, la vidéothèque, c'est un complément à la bibliothèque, enfin les deux sont possibles et l'un ne remplace pas l'autre. Bon, je ne le crois pas, je ne le crois pas et disons que je dirais que plus large est la palette de choix, plus au fond la possibilité d'aiguiser les sensibilités et de toucher les imaginaires est grande. Est-ce que vous envisagez de créer une aide à la création vidéo, comme il y a une aide à la création cinéma Cela fait partie de ce que nous allons annoncer la semaine prochaine, dans le cadre de la grande réforme pour le cinéma et l'audiovisuel, et la vidéo aura sa place dans cette réforme. Quelle est la place d'un écrivain en 82? Il se sent à l'aise dans le monde dans lequel il vit, et dans ce monde de l'édition Vous savez, l'écrivain n'a jamais été déterminé en France. Il n'existe pas en réalité de place bien définie. C'est justement une des choses que nous demandons au ministre, c'est qu'il nous donne un statut social, un statut fiscal. Qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes des employés? Non. Est-ce que nous sommes des salariés? Pas vraiment. Est-ce que nous sommes des fournisseurs des éditeurs? Non plus, et pourtant ils ont besoin de nous. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Et il faudrait un statut qui définisse un petit peu les choses. Alors vous pensez donner un statut aux écrivains? Nous en parlons beaucoup en ce moment avec les différents horizons d'écrivains et je pense que à l'occasion de la prochaine loi de finances en particulier, nous aurons pu apporter sur plusieurs points des changements importants. Une des questions qui se pose à nos amis écrivains, c'est que, comme les artistes d'ailleurs en général, leurs revenus sont des revenus fluctuants. Parfois le grand succès, parfois la difficulté, alors il faut trouver un système qui prenne en considération ces fluctuations. Je donne des chiffres parce que c'est tout de même intéressant. Nous sommes 6 000 écrivains enregistrés à la Société des gens de lettres. Il y a 400 qui ont plus de 50% de revenus venant de la littérature. Il n'y en a que 40 qui en vivent exclusivement. C'est un état qui ne peut pas durer. Bien, donc un projet sur lequel le ministre de la Culture apportera, je pense, bientôt un certain nombre d'innovations. À propos d'innovation, et nous allons presque terminer par là, Monsieur le Ministre, vous allez quitter cet endroit où l'on travaille encore, et je dois dire aux téléspectateurs que vous êtes entrés aujourd'hui dans ce grand palais où l'on travaille encore. On met la dernière main à la préparation de ce salon qui s'ouvre demain. Vous allez donc quitter ce chantier, j'allais dire, pour gagner cet après-midi le Louvre.
Et alors là, le livre sera remplacé par la couture. Pourquoi la couture et la culture? Qu'est-ce que ça a comme rapport? Des présentations de couture dans... soit ouvert à toutes les formes d'expression. La photographie, la vidéo, la bande dessinée, l'ensemble des formes d'expression. Et l'art de l'habillement fait partie de l'art de vivre. C'est en même temps une grande industrie, très importante sur le plan économique, source d'emplois, source de devises pour notre commerce international. Et tout à l'heure, avec Pierre Dreyfus, le ministre de l'Industrie, Madame François Mitterrand, nous irons ouvrir ces journées consacrées à la couture et au prêt-à-porter et rendre hommage justement à une activité proprement française qui allie le savoir-faire, l'invention et en même temps la capacité d'innovation industrielle. Les couturiers sont des créateurs à part entière? Il y a de grands créateurs, et aujourd'hui encore de grands créateurs, des créateurs à part entière. Des créateurs auxquels Jacques Lang rendra hommage cet après-midi en compagnie de Pierre Dreyfus. C'est la première fois, il faut noter, qu'un ministre de la Culture s'intéresse à la couture et à la création de l'habillement. Voilà, dans quelques instants, nous allons nous séparer, puisque le ministre rendait, il y a de cela quelques instants, hommage à des créations françaises. Je voudrais vous dire que voici le livre le plus cher du salon. Cet exemplaire n'est pas à vendre. Il s'agit du bateau ivre de Moretti et qui a été réalisé par une maison d'édition entièrement française, l'un des derniers éditeurs européens à tout faire encore à la main. Tenez, je vais vous l'ouvrir. Le voici. Il est superbe, il est illustré par Moretti. C'est le livre le plus cher du salon. C'est simplement un gag que je voulais vous présenter. Il n'est pas à vendre. De toute façon, il coûte 120 000 francs si ça vous dit. Vous pourrez peut-être encore vous en procurer quelques exemplaires. Mais à propos des événements de ce salon, l'un des événements dans l'édition est la publication du premier tome du nouveau grand dictionnaire encyclopédique Larousse, une œuvre monumentale.